on va reprendre donc cette seconde partie et je vais avoir le plaisir d'accueillir Eddy Fougier. Donc, il va nous rejoindre ici sur scène. Il est expert, consultant, chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, enseignant à Sciences Po Aix-en-Provence, Sciences Po Lille et Audencia Business School, et puis aussi chroniqueur régulier pour un site qui s'appelle le WikiAgri. 25 minutes donc pour les conditions d'acceptabilité de la nutrition personnalisée des imprimantes 3D alimentaires. Un sujet passionnant. Merci beaucoup, merci de cette présentation, merci de m'avoir accueilli pour intervenir devant vous sur des thématiques qui peuvent paraître à la fois communes et puis un petit peu étranges. Alors pour commencer, on va faire une sorte de fiction en imaginant la situation suivante. On est en guerre. Sur le front, il y a des soldats de l'armée américaine qui sont équipés de capteurs qui peuvent mesurer leurs besoins nutritionnels et leurs carences nutritionnelles. Des analyses sont faites de ces besoins et de ces carences. Des poudres individuelles sont conçues pour pouvoir répondre à ces besoins et à ces carences. Des drones vont amener ces poudres sur le front. Et là, des imprimantes 3D vont permettre, sur la base donc de ces poudres, de faire de la nourriture pour ces militaires américains. Vous allez me dire, c'est totalement utopique. Oui, peut-être, mais c'est actuellement différents projets qui sont étudiés par l'armée américaine et les laboratoires de recherche qui travaillent pour le Pentagone sur ces différents sujets. Effectivement, on est en train, et vous êtes les premiers à le savoir, bien évidemment, de traverser une révolution concernant l'alimentation, concernant l'agriculture également, qui est sans doute sans précédent, avec des innovations de rupture qu'on annonce, qui sont déjà dans les laboratoires, qui ont déjà été mises sur le marché, pour ça, dans certains cas, ou autorisées, comme on peut penser au saumon génétiquement modifié qui a été autorisé à la consommation aux États-Unis en 2015, qui amène effectivement à s'interroger sur ce que le consommateur est susceptible d'accepter, et en particulier, bien évidemment, le consommateur français. On a vu ce matin, effectivement, qu'il y avait une sorte de conservatisme, alors ça peut être vu de façon positive, autour du régime alimentaire et de la conception de la nourriture qui peut exister en France. Donc, c'est la question que je vais essayer de voir devant vous, en se focalisant plus précisément sur deux innovations dites de rupture, que sont cette nutrition personnalisée et cette impression 3D de nourriture, en voyant en premier lieu, bien évidemment, un point sur là où on en est en matière à la fois d'innovation et de mise sur le marché. Alors, je ne vais pas vous définir ce qu'est l'impression 3D en matière d'alimentation, bien évidemment. Et les slides correspondent à une partie ultérieure, donc il n'y a pas de souci. Donc, bien évidemment, c'est l'application de cette technologie d'impression 3D pour l'alimentation. On va voir avec quelques exemples à quoi cela peut ressembler. Et la nutrition personnalisée, au-delà d'un concept qui peut paraître assez large, bien évidemment, c'est le fruit d'un certain nombre d'avancées à la fois technologiques et scientifiques en matière de nutrigénétique, de nutrigénomique et de connaissance du microbiote. Je ne suis pas un scientifique au sens strict, donc si vous avez des questions précises, je pense qu'il y a un généticien qui intervient cet après-midi, donc vous pouvez garder les questions les plus pointues peut-être pour ce généticien. Alors plus sérieusement, où on en est en matière d'impression 3D aujourd'hui? Alors il y a bien évidemment d'ores et déjà des imprimantes qui sont sur le marché, qui sont destinées principalement aux professionnels, et puis vous le savez, depuis 1 ou 2 ans, il y a une imprimante qui est désormais destinée aux particuliers, qui est une imprimante qui s'appelle Foodini, de l'entreprise espagnole Natural Machines, et qui permet effectivement à domicile de fabriquer, fabriquer, le mot est toujours un petit peu étrange lorsqu'on parle d'alimentation, mais là on parle d'impression, de sucreries, de gâteaux, de pizzas, de pâtes alimentaires ou d'amuse-gueule, avec la spécificité de ce type de technologie, c'est que vous pouvez
Donc on verra un peu tout à l'heure comment cela fonctionne, mais effectivement ça peut être des poudres, du liquide ou des ingrédients frais que vous mettez dans des capsules et comme dans une machine à café dont je ne citerai pas la marque, mais enfin bon, à la fin vous avez un produit alimentaire. La seule difficulté technique aujourd'hui qui peut exister, en tout cas pour les imprimantes pour les particuliers, c'est que le produit n'est pas cuit, donc il faut le cuire ensuite. Donc vous avez votre pizza avec les différents ingrédients, mais il faut la cuire par ailleurs. Donc ça, c'est effectivement ce qui existe aujourd'hui sur le marché pour les particuliers. Alors je ne vais pas nécessairement développer la partie concernant les professionnels, mais effectivement ça intéresse de très nombreux secteurs d'activité. Je vous ai parlé de l'armée américaine, mais ça intéresse également le secteur humanitaire, par exemple, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur un terrain difficile d'accès parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle, par exemple. Donc on peut reconstituer des aliments. Ça intéresse bien évidemment aussi les maisons de retraite pour les problèmes que vous connaissez de dénutrition, de difficultés pour les personnes âgées de se nourrir. Et ça intéresse aussi les compagnies aériennes pour reconstituer aussi en plein vol de la nourriture plutôt que l'emporter déjà faite. Donc ça, c'est effectivement l'aspect professionnel, au-delà, bien évidemment, du classique, les cuisiniers de restaurants, la pâtisserie, les chocolatiers, que vous connaissez également pour les capacités que peuvent donner ces imprimantes 3D. Alors, je vais passer très vite aussi sur la partie un petit peu de présentation de ce qu'est la nutrition personnalisée. Nutrition personnalisée, encore une fois, au sens, ce n'est pas l'alimentation personnalisée, mais là, c'est au sens de la capacité qu'un certain nombre de technologies et d'avancées scientifiques permettent aujourd'hui d'offrir à un certain nombre de personnes, notamment des personnes dites à risque, une nourriture qui est adaptée à ses besoins spécifiques. Au préalable, on établit une sorte de profil alimentaire individualisé en évaluant le génome et le microbiote de la personne. Donc c'est l'idée vraiment de sortir d'une sorte d'alimentation générique qui s'adapte au goût aux traditions des uns et des autres pour aboutir à une nutrition vraiment adaptée aux besoins spécifiques d'un certain nombre de personnes en fonction, encore une fois, de leur ADN et de leur microbiote. Donc c'est bien évidemment le fruit à la fois du séquençage du génome humain qui a été finalisé au début des années 2000 et puis des avancées en matière donc encore une fois de nutrigénétique, nutrigénomique, épigénétique ou microbiote. Donc ça c'est le cadre général. On en est où aujourd'hui en la matière? Il y a à la fois des projets scientifiques qui se développent, notamment à l'échelle européenne, et puis il y a quelques sociétés privées qui s'intéressent de près aujourd'hui à ces innovations. Ces sociétés, en général, ont deux types de prestations. Il y a celles qui vont vendre des aliments dits nutrigénomiques, donc avec un certain nombre de préparations industrielles enrichies avec des micronutriments ou des alicaments. Donc ça, c'est un aspect qui n'est pas nécessairement très connu. Et puis il y a un autre aspect un peu plus spectaculaire et qui peut susciter quelques interrogations de la part des consommateurs. Ce sont des sociétés qui vont produire effectivement ces analyses du code génétique. Alors certaines vont le faire à la demande de médecins, donc sur la base d'une prescription médicale, et puis d'autres vont le faire pour des particuliers. C'est déjà le cas aux États-Unis. Alors, il y a eu quelques petits problèmes avec une société qui s'appelle 23andMe, que vous connaissez peut-être. Enfin, en tout cas, il y a eu ces polémiques à propos donc, de cette société qui vous permettait d'avoir un bilan génétique en vous disant vous avez potentiellement un cancer ou d'autres éléments assez peu sympathiques. Et donc, l'autorité, la FDA aux États-Unis, a interdit ce type de pratique, mais qui se fait malgré tout avec les filiales de cette société en Grande-Bretagne ou au Canada. Donc, en France, c'est interdit, bien évidemment, ce type de pratique, mais par correspondance, vous pouvez très bien le faire. Il y a pas mal d'articles de journalistes qui l'ont fait en tant que tel. Donc, ça pose un certain nombre de questions.
Mais en l'état, beaucoup de spécialistes estiment qu'on est encore loin du projet donc, de nutrition personnalisée tel que j'ai pu vous le décrire tout à l'heure. Alors ça s'adresse bien évidemment, principalement dans un premier temps, à des personnes à risque, et puis bien évidemment aussi, certains imaginent que cela puisse s'adresser à tout le monde. Alors, venons-en un petit peu au cœur de la problématique de cette acceptabilité de ces innovations aux yeux du consommateur, en l'occurrence du consommateur français, en posant une sorte de méthodologie qui est, même si le terme fait un petit peu peur, mais qui est de prendre en compte 3 éléments. Le premier élément, c'est de prendre en compte tout simplement la nature de l'innovation. Donc, en ce qui concerne la nature de l'innovation, en général, lorsqu'on essaie d'établir les conditions d'acceptabilité d'une innovation, on s'en tient à cela. Il y a 2 éléments en général qui reviennent. Le premier, c'est beaucoup d'études scientifiques qui ont montré que certains risques, notamment des risques invisibles et des risques non contrôlables pour le public ou pour le consommateur, pouvaient être anxiogènes. En ce qui concerne, bien évidemment, ces 2 innovations, ça ne pose pas de problème particulier. On n'est pas sur des nanotechnologies ou sur des produits génétiquement modifiés. Donc là, le risque est faible ou nul aux yeux du consommateur. Mais il ne faut pas s'en tenir uniquement à ces dimensions-là, puisque le consommateur essaie d'établir une sorte de balance entre le bénéfice apporté par une innovation et les risques. Et effectivement, si ces risques sont élevés, il faut que les bénéfices soient élevés, bien évidemment. Mais si les risques sont faibles, il faut que les risques soient au moins importants, parce que si ce risque faible étant mis en balance avec un bénéfice relativement faible, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le consommateur. Et c'est ce qui peut se poser, par exemple, par rapport aux imprimantes 3D, si le consommateur, au final, considère que c'est un simple gadget qui correspond à une mode à un moment donné, et que l'utilité, au-delà d'une utilisation 1 ou 2 fois, n'est pas nécessairement très, très importante. Donc, en clair, pour que cette technologie soit acceptée aux yeux du consommateur, il est important que ceux qui vont promouvoir cette technologie mettent l'accent sur l'utilité pour le consommateur et le bénéfice qu'il peut en attendre pour lui-même et pour la société. Donc j'y reviendrai un peu plus loin. En ce qui concerne la nutrition personnalisée, non seulement le risque apparaît faible, mais en plus le bénéfice apparaît évident, puisque c'est un gain en termes de santé. Donc on n'est pas nécessairement, en l'occurrence, sur des innovations très spontanément à risque de ce point de vue-là. La deuxième dimension qui est importante, ce sont les caractéristiques de l'innovateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'innovation qui compte, il y a aussi celui qui innove. Je donne souvent cet exemple, mais si aujourd'hui une start-up, comme on a pu voir tout à l'heure avec ses pitchs, présentait une innovation qui s'appellerait super protection des plantes, ça passerait. Si c'est bien évidemment Monsanto qui présente une innovation qui s'appelle organisme génétiquement modifié, là ça passe un petit peu moins. Donc l'innovateur compte aussi. Et c'est quelque chose qui va être notamment important en ce qui concerne la nutrition personnalisée. Parce que du côté des imprimantes 3D, aujourd'hui, ce sont principalement des start-up. Je vous ai cité le cas de l'entreprise espagnole Natural Machines qui développe la Foodini. Donc aujourd'hui, les start-up, du point de vue des consommateurs, sont plutôt vues de façon positive. Si c'était une grande entreprise privée, a fortiori une multinationale américaine qui faisait la promotion de ce type de technologie, ça poserait peut-être un peu plus de problèmes. En tout cas, il y aurait une défiance un peu plus spontanée de la part d'une partie des consommateurs. Donc en ce qui concerne les imprimantes 3D, il n'y a pas de problème particulier. Du côté de la nutrition personnalisée, l'innovateur et surtout le prescripteur, celui qui va faire les recommandations nutritionnelles, me semble être une clé essentielle dans cette acceptabilité de la technologie, en l'occurrence. En clair, si
ceux qui vont faire ces recommandations nutritionnelles. Donc, on va établir votre bilan génétique et ensuite, il y aura des recommandations nutritionnelles. Si ceux qui font ces recommandations sont des médecins spécialisés dans la génétique, donc s'il y a un protocole très clair, un cadre qui est clair aux yeux du consommateur, cette innovation est susceptible d'être acceptée parce qu'elle s'inscrira dans une logique médicale, scientifique, avec des bienfaits de son point de vue pour la santé. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important. En revanche, si celui qui est derrière les recommandations nutritionnelles est une entreprise plutôt de secteur privé, a fortiori une entreprise américaine, qui, du point de vue du consommateur, à tort ou à raison, développe cette technologie pour gagner de l'argent, là, ça pourrait être effectivement un peu plus compliqué à accepter aux yeux du consommateur. Et différentes petites histoires, différentes petites anecdotes pourraient l'inciter à se montrer prudent. Je vous donne juste un exemple. Donc, il y a cette société dont je vous ai parlé qui s'appelle 23andMe, qui donc établit votre bilan génétique. On va vous montrer vos origines, on va vous montrer votre potentiel, les maladies que vous pouvez développer potentiellement. Cette société a revendu en 2015 quelques milliers de profils génétiques de personnes qui pouvaient développer la maladie de Parkinson à une autre société. Donc la protection des données, c'est quelque chose qui est absolument essentiel aux yeux du consommateur, la protection de l'anonymat, et effectivement, là, ça va conforter l'idée que cette entreprise ne fait pas nécessairement ça pour la santé des consommateurs, mais tout simplement pour gagner de l'argent. Donc là, c'est quelque chose d'assez compliqué de ce point de vue, et ce qui va être important pour le consommateur, bien évidemment, c'est aussi de savoir si ces recommandations nutritionnelles seront remboursées ou pas par la sécurité sociale ou par des assurances privées, des mutuelles. Donc ça me semble absolument essentiel de savoir qui va être à l'origine de ces recommandations. Il y a juste une étude qui avait été faite dans le cadre européen d'un projet qui s'appelle Food for Me, qui a montré effectivement que pour les consommateurs, il y avait deux éléments absolument essentiels. Cette protection des données, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous faites un test, vous n'avez pas envie que votre profil génétique soit revendu à une entreprise qui va vous faire une proposition en la matière. Et puis l'autre aspect, c'est qu'effectivement, il y a une défiance spontanée, à tort ou à raison, mais envers des acteurs privés. Et donc, on va faire confiance, en l'occurrence, à des acteurs du secteur de la santé, a fortiori du secteur public. Donc c'est un élément absolument essentiel. Troisième élément clé en la matière, au-delà de la nature de l'innovation, au-delà des caractéristiques de l'innovateur, c'est bien sûr le contexte dans lequel cette innovation est lancée et le contexte de la mise sur le marché. Alors, je donne souvent aussi cet exemple, je suis désolé de taper sur Monsanto, mais en France, on a commencé à parler des OGM en octobre-novembre 1996, 6 mois après la crise de la vache folle. Donc on savait très bien que ça n'allait pas passer auprès des consommateurs et auprès des médias, auprès de la société civile en tant que telle. Donc ce contexte à la fois conjoncturel et structurel me paraît absolument essentiel. La difficulté, bien sûr, pour celui qui innove, c'est qu'il ne maîtrise pas ce contexte. Il doit s'y adapter, mais il ne le maîtrise pas. Et dans ce contexte, il y a à la fois le fait pour l'innovation de coller à un certain nombre de tendances, de correspondre à un certain nombre de tendances à la fois lourdes ou de tendances plus émergentes, et puis également de coller aux valeurs, je dirais, dominantes dans la société à un moment donné, et en particulier au sein de ceux qui peuvent être qualifiés d'acteurs du changement, à savoir notamment ces jeunes cadres citadins, ces millennials dont on va bien sûr parler cet après-midi. Alors, est-ce que ces innovations, ces deux innovations dont je suis en train de vous parler, correspondent à ces tendances, à ces valeurs? Je dirais oui en grande partie, avec quelques nuances à apporter qui seront importantes pour déterminer ces conditions d'acceptation. Du côté des imprimantes 3D, vous le voyez ici, il y a effectivement beaucoup d'éléments qui amènent à penser que cette innovation peut être acceptée parce que
ça correspond un petit peu à cette, on pourrait qualifier cette tendance de digital mania, cet engouement en tout cas pour les innovations technologiques qu'on peut voir en matière d'alimentation, avec des machines à café jusqu'aux machines de dégustation de vin à verre de Divine, etc., etc., sans parler des applications ou d'autres robots cuiseurs multifonctions. Autre tendance qui me paraît aussi essentielle, c'est bien évidemment l'individualisation et la personnalisation des produits alimentaires. Alors, la version soft, c'est tout le développement des produits sans, mais ça va jusqu'à effectivement ce que certains vont qualifier d'égo-aliment, le mélange de ego et d'aliments. Donc c'est quelque chose qui est une tendance lourde là. Pour aller vite, il y a vraiment deux grosses tendances qui est cet aspect technologique et puis cette volonté de la part de l'individu d'avoir des produits adaptés à ses besoins spécifiques et surtout dans une logique d'autonomie, j'y reviendrai. Et puis la troisième tendance lourde, c'est effectivement ce que j'ai qualifié de valeur temps, mais c'est tout simplement les contraintes de la vie citadine moderne qui font qu'effectivement, vous pouvez programmer votre imprimante 3D depuis chez vous pour qu'elle commence son travail et le produit est terminé lorsque vous arrivez. Donc ça peut être un élément important. Les imprimantes 3D correspondent également à trois tendances plus émergentes, donc un peu moins structurelles. La première, c'est effectivement ce que j'ai classé aussi dans la préparation maison, c'est cette défiance qui a été également exprimée ce matin vis-à-vis de la transformation par l'industrie agroalimentaire de l'alimentation. Donc avec cette idée de réappropriation de cette production alimentaire et ce retour donc du fait maison en tant que tel. La deuxième tendance émergente, elle a été mentionnée également ce matin, c'est ce mouvement des makers, du do-it-yourself, qui est aussi assez symptomatique et donc avec cette volonté aussi de se réapproprier de façon autonome un certain nombre d'activités qui étaient déléguées jusqu'à présent à un certain nombre d'acteurs extérieurs, notamment industriels. Et puis la troisième tendance émergente, c'est ce que Jeremy Rifkin ici même annoncé l'année passée, à savoir cette idée de prosommateur. Alors on parle de consommateur, comme on le disait ce matin, mais cette idée de prosommateur, à savoir ce consommateur qui est de plus en plus producteur et qui va chercher, via une imprimante 3D, à fabriquer à la maison ce que l'industriel fait à l'extérieur, mais en maîtrisant tout le processus, c'est-à-dire sans recourir à des additifs, sans recourir à des colorants, en maîtrisant le dosage également. Vous allez m'annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, voilà pour les imprimantes 3D. En ce qui concerne la nutrition personnalisée, on est à peu près également dans le même ordre d'idées, à savoir bien sûr cet engouement pour les technologies et pour un certain nombre d'avancées scientifiques et technologiques. On a également, je passe assez vite, une autre tendance lourde qui correspond à ce développement, c'est la montée, et c'est pas qu'une montée, c'est maintenant quelque chose d'acquis, de la valeur santé, de la valeur bien-être en lien avec l'alimentation. Et encore une fois, cette individualisation et cette personnalisation de l'alimentation. Et puis une tendance un peu plus émergente qui est cette mode du coaching personnalisé, où on a besoin d'un coach extérieur sous la forme d'une application ou d'une personne réelle, physique, pour nous aider à mieux nous nourrir en l'occurrence. Alors le dernier point important, c'est effectivement est-ce que ces deux innovations correspondent aux valeurs qui sont importantes dans la société, notamment chez ces jeunes cadres citadins. Il y a deux valeurs qui sont, à mon avis, primordiales aujourd'hui. Il y a une valeur assez facile à comprendre qui est celle de l'autonomie, à savoir cette idée, encore une fois, que l'on sent de plus en plus émerger, de réappropriation donc d'un certain nombre d'éléments qui étaient délégués jusqu'à présent à la grande distribution, à l'industrie. Et puis un autre élément qui est cette notion de postmodernité que je vais définir très rapidement à travers les deux exemples de ces innovations. Si on prend effectivement les imprimantes 3D,
tout va être une question de présentation de ces technologies. Si ces technologies apparaissent comme une forme de symbole de la modernité ou de l'hypermodernité alimentaire, à savoir, au-delà de ces concepts un petit peu fumeux, l'idée d'artificialisation de l'alimentation, avec l'exemple qui est assez symptomatique de cette viande qu'on pourrait reconstituer via des imprimantes 3D. Il y avait un projet qui avait été développé par une entreprise américaine, Modern Meadow, là-dessus. Effectivement, on risque de tomber dans le syndrome, ce que j'appelle le syndrome tricatel, donc d'où la référence à l'aile ou la cuisse. L'imprimante 3D au service d'une artificialisation de la nourriture, d'une artificialisation encore plus poussée de la nourriture, ça serait effectivement tous les travers que l'on reproche, quand je dis on reproche sur les consommateurs, à la modernité alimentaire. Donc ce n'est pas sous cet angle-là que cette innovation pourrait être acceptée. En revanche, elle pourrait l'être sous l'angle de la postmodernité. Alors la postmodernité, je vais aller très vite, de mon point de vue, c'est cette alliance de ce qu'il y a de meilleur dans la modernité. Je veux un produit immédiatement, tout de suite, où je veux, quand je veux, de la manière la plus rapide possible. Je veux avoir la liberté de choix et la liberté de revenir sur ma décision. Et puis, les bienfaits et le meilleur de la tradition, des produits frais, des produits sains, des produits à l'ancienne, grand-mère, etc., etc. Et là, c'est effectivement l'approche de Foodini qui est assez intéressante, qui consiste à dire ce sont des technologies au service de produits sains, de produits frais que vous allez faire chez vous, dont vous allez maîtriser le processus. Donc ça, c'est effectivement un élément clé dans cette acceptabilité de cette innovation. Très rapidement, et je terminerai peut-être par ça, sur la nutrition personnalisée, la même chose. Le risque en la matière, c'est effectivement ce que j'ai tendance à appeler, non pas uniquement la technologie, mais également le monde qu'elle représente. C'est le cas pour les OGM, où effectivement on va rejeter le monde que ça incarne. Et là, c'est le risque par rapport à la nutrition personnalisée d'être rejeté en raison du monde que cela représente, à savoir l'idée que l'alimentation soit réduite à un médicament. Et quand on regarde les enquêtes qui sont menées, les alicaments, ça ne passe pas aux yeux des consommateurs. Cette idée que l'alimentation soit réduite à un médicament. Autre aspect qui ne passe pas, c'est cette idée que finalement ce profil génétique puisse se retourner contre les personnes, qu'elle puisse faire l'objet d'une discrimination, d'une stigmatisation. Vous avez aux États-Unis une législation qui interdit par exemple aux employeurs ou aux assureurs d'utiliser des profils génétiques pour ne pas accepter telle ou telle personne à l'embauche. Et puis le dernier élément, c'est effectivement le risque, et c'est le monde que peut représenter cette nutrition personnalisée si cela part dans le mauvais sens, c'est le risque d'une société à deux vitesses, avec ceux qui auront les moyens de se payer ce code génétique. Il y a, en France, ça existe déjà, vous pouvez faire des tests et ça coûte 4 000 €. Et ceux qui n'auront pas les moyens, donc ceux qui pourront voir leur santé s'améliorer, ceux qui ne l'auront pas. Et je dirais, le risque le plus important pour l'acceptation de cette innovation, c'est que, de mon point de vue, qu'elle soit trop assimilée à du transhumanisme, c'est-à-dire à l'idée d'un humain amélioré, d'un humain augmenté. Et je remarque que, je vous ai parlé de ces tests à 4 000 €, l'Institut qui fait ce test a sur son site, vous pouvez y aller, une partie consacrée au transhumanisme. Donc effectivement, une innovation non pas au service de la santé, mais au service de l'humain amélioré, de l'humain augmenté, voire de l'humain génétiquement modifié. On commence à avoir des articles sur quelqu'un qui s'appelle Elizabeth Parrish, qui s'est fait génétiquement modifier. Ça, c'est effectivement totalement rédhibitoire. Et pour terminer, et donc là, on est effectivement dans le syndrome « Bienvenue à Gattaca ». Alors pour terminer, cette intervention s'inscrit dans le cadre plus large d'une étude que le pôle Vitagora m'avait demandé de réaliser sur la base de différentes innovations. Et j'avais un petit peu comme Céline Lenné établi sur la base d'un questionnaire, j'avais demandé à près de 80 personnes ce qu'elles pensaient vis-à-vis de ces innovations, et il en résulte, donc en clair, 0, le risque d'acceptabilité est nul, et 10, alors pardon, le risque de rejet est nul, et 10, le risque de rejet est tout à fait certain. Donc il en ressort effectivement que, en ce qui concerne la nutrition personnalisée, en moyenne, ces experts et ces acteurs du système alimentaire
considère que le risque est relativement faible de rejet de la part du consommateur. En ce qui concerne les imprimantes, c'est un peu plus fort, mais on est dans la moyenne. Juste un ordre de grandeur, en ce qui concerne les animaux génétiquement modifiés, par exemple, on est à près de 9. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, qui souhaite poser des questions à Eddy Fougier? Les micros sont là. Madame, en premier, puis s'il y a d'autres questions, monsieur ensuite. Madame, puis monsieur là. Si vous voulez bien vous présenter toujours. Oui, bonjour, Cécile Raffose, Société Thierry. Est-ce que vous pensez que dans 10 ou 20 ans, les imprimantes 3D seront tellement diffusées qu'on ne vendra plus de produits élaborés et qu'on sera réduit à vendre la matière pour faire les produits en imprimante 3D? Du minerai. Voilà, du minerai. Alors, moi, ce que j'essaie de voir, c'est est-ce que c'est susceptible d'être accepté? Pas nécessairement. Est-ce que ça va marcher en tant que tel? Bon, on a entendu les chiffres ce matin. Je crois que c'était 6 millions d'imprimantes 3D qui pourraient se développer. Est-ce que ça va marcher en tant que tel? Oui. Pour les professionnels, c'est certain. Aujourd'hui, enfin, on va d'ici 10-20 ans, la valeur ajoutée d'un restaurant, ce sera d'avoir une imprimante 3D qui va faire quelque chose d'un peu personnalisé. Bon. Est-ce que ça va marcher à titre domestique? Je suis un peu plus dubitatif. Parce que même si l'utilité est avérée, entre nous, je ne suis pas certain que ce soit aussi efficace que ça, parce qu'une fois que vous avez imprimé, pour l'instant, il n'y a pas je dirais, techniquement, on n'est pas encore au point. Foodini et d'autres essaient d'intégrer la partie cuisson, mais on n'est pas encore à ce stade où l'imprimante 3D sera ce qui va révolutionner la cuisine. Alors, ce qui va révolutionner la cuisine, vous êtes mieux placé que moi, mais ça va être effectivement l'Internet des objets où tout va être intelligent, sauf nous, parce qu'on ne va jamais pouvoir retrouver le code pour ouvrir le frigo. Mais plus sérieusement, alors, pour répondre véritablement à votre question, oui, peut-être que une partie de l'agriculture, une partie de l'industrie va fournir les imprimantes 3D, mais je ne suis pas certain, mais ce n'est pas le thème sur lequel je interviens, je ne suis pas certain que ce soit un succès commercial à titre domestique. Il faut regardez juste les imprimantes 3D, les imprimantes 2D classiques. Vous vous souvenez de la raison pour laquelle ça a fonctionné, c'était parce que les gens voulaient imprimer des photos. Ce n'était pas nécessairement des imprimantes pour des ordinateurs. Et là, ce qui peut fonctionner, c'est qu'il faut qu'il y ait un produit phare que les gens ont envie d'imprimer. Mais est-ce que ça va durer? Ça, je ne sais pas. Monsieur. Donc, Gilles Fumet à Paris 4. Une première remarque, est-ce que vous avez interrogé des linguistes sur le degré d'acceptabilité du mot imprimante pour l'alimentaire? Voilà la première chose qui me paraît importante. Je voudrais avoir votre réponse. Et puis, autre chose. Je vous ai dit fabrication aussi. Oui. Quand on parle de fabrication de la nourriture, d'impression de la nourriture. On a connu les téléphones qui faisaient autre chose, mais après, on les a appelés smartphones, donc imprimante. Voilà, pour moi, c'est vraiment le problème. Et puis, l'autre chose, c'est le microbiote et le génome. C'est très bien, mais quand je suis alsacien et que j'ai besoin de choucroute, voilà, ou bourguignon et que j'ai vraiment besoin d'un petit verre de rouge, qu'est-ce que mon génome et mon microbiote va dire de tout ça? Je pense que la question des cultures alimentaires, elle n'apparaît pas dans votre proposition, donc je voudrais avoir votre avis. Alors, sur les termes, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut toujours être très très méfiant, et moi ce qui me pose des questions aussi par rapport à la nutrition personnalisée, c'est le terme génétique qui revient systématiquement. Et quand on voit les médecins qui expliquent que sur le non alimentaire, l'aspect génétique fait un petit peu peur. Génétique renvoie aussi à génétiquement modifié, etc., etc. Donc il faut être très très prudent sur l'emploi des termes, que ce soit la fabrication de la nourriture, l'impression ou le génétique. Sur l'autre aspect, la question clé sera effectivement la latitude qu'on pourra avoir par rapport aux recommandations. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura un choix libre? C'est-à-dire, on vous fait une recommandation sur la
la base de votre génétique ou de votre microbiote, est-ce que vous serez libre de choisir de sortir du cadre ou pas? Alors libre, c'est pas au sens, on ne va pas vous mettre un revolver sur la tempe, mais d'un point de vue assurantiel, d'un point de vue, on ne va pas vous rembourser, on va éventuellement vous mettre un label non embauchable, etc. C'est le syndrome bienvenue à Gattaca. C'est l'une des questions clés, c'est-à-dire jusqu'à présent, la liberté de choix en matière alimentaire faisait partie de la constitution entre guillemets de l'alimentation. Effectivement, le verre de vin, la choucroute, ça sera toute la difficulté qui existe. Et quand on voit déjà ce qui se passe aux États-Unis, je vous ai parlé de cette législation qui fait en sorte de prévenir un petit peu les institutions, les entreprises ou les assureurs par rapport au fait avant d'embaucher quelqu'un, d'éviter de faire son bilan génétique. On sait très bien que certains passent entre les gouttes et vous avez même des personnes qui vont envoyer leur code génétique aux assureurs pour voir leur prime d'assurance baisser. Donc qu'il y ait des dérives, ça paraît certain. Et la question de la liberté du choix de son alimentation sur la base des préconisations qui sont faites me paraît aussi essentielle, et je vous suis là-dessus, dans cette acceptabilité. Une question, madame, au premier rang. Oui, merci beaucoup Eddy. Effectivement, la question de l'acceptabilité et de la perception du risque, elle est essentielle dans l'adoption ou non des innovations. Et cette enquête, elle permet de le voir un peu. Il y a aussi pas mal d'enquêtes qui sont faites après plus ponctuellement sur certains sujets, comme par exemple les insectes ou les algues, auprès de consommateurs directement. Mais ce n'est pas le seul, à mon avis, élément dans l'adoption des innovations. Il y a aussi des facteurs économiques. Et pour prendre juste le cas de l'impression 3D, alors une petite précision, la Foodini, qui est très très efficace au niveau communication médiatique, n'est pas encore en vente. Et ça fait longtemps qu'ils annoncent qu'elle va être en vente, mais ce n'est pas encore le cas. Ils ont essayé de faire une campagne de financement par financement participatif qui a échoué. Et puis là, ils annoncent encore dans quelques mois que ça sera en vente. Et récemment, le prix de vente qu'ils annoncent, en tout cas quand ça sera lancé, c'est 2000 €. Donc on voit bien que là, ça ne pourra pas être dans tous les foyers. Et puis après, il y a aussi la question que tu as soulevée de est-ce que ça va apporter vraiment des bénéfices? Un gain de temps, c'est pas évident non plus. Enfin bon, il y a tous les aspects techniques, les verrous technologiques derrière, etc. Mais ces aspects économiques, ils me paraissent aussi importants de rappeler quand on voit les insectes, les microalgues, etc. Est-ce que c'est compétitif aujourd'hui par rapport aux autres sources de protéines? Enfin voilà, c'est un des éléments. Mais la question de l'acceptabilité, bien entendu, elle est fondamentale. L'aspect coût, effectivement, mais bon, on a ça sur toutes les innovations. On a Marque Post, effectivement, ça coûte 250 000 €. Il est évident qu'il y a un moment où il y a une standardisation industrielle qui fait que ça coûte moins cher. Il y a toujours cette dimension-là. Donc ça peut être rédhibitoire dans un premier temps, mais on connaît les théories de la distinction sociale de Bourdieu. À un moment donné, bon, ça se diffuse. Après, effectivement, est-ce que ça va se diffuser? Je pense que le facteur prix n'est peut-être pas aussi discriminant que ce que l'on peut imaginer, mais est-ce que l'utilité va être suffisamment importante pour que ça se diffuse? Ça, c'est l'une des questions, notamment en ce qui concerne les imprimantes 3D, parce que bon, en ce qui concerne la nutrition personnalisée, l'utilité paraît de facto importante, même si, effectivement, 4 000 € pour faire son test génétique. Alors, c'est moins cher avec 23andMe. Ils ont quand même déjà eu 1 million de clients. Ça marche. Techniquement, ça marche. Et commercialement aussi. Mais après, on se heurte aussi à des questions éthiques évidentes. Eddy Fougier, merci beaucoup. On l'applaudit. Merci pour votre présentation et voyage un peu dans le futur.